Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, cet épisode littérature qui sera consacré au plus récent album comics paru du côté de chez Panini en France qui s'intitule Han Solo à la poursuite du Faucon. Ici Francis en direct de Québec et vous aurez reconnu John Sparrow qui est sous-titré avec visiblement un commentaire de Wookiee en dessous. Je ne sais pas si c'est un juron, il faudrait le censurer. J'espère que non. Ça va bien, Jean? Non, mais oui, salut Francis, salut à tous, salut à toutes. Non, c'est la phrase iconique de Chewbacca, effectivement, parce que ce soir, tu seras notre pilote émérite et moi, je serai ton copilote, comme toujours. Donc, je parlerai Bon, comme ça. tant que tu t'exprimes pas c'est quoi dans le nom de la langue? En Shriwook? En Shriwook, même si je l'ai appris justement pour cet épisode, donc non, on fera toute l'émission en Shriwook. Ouais. Je ne sais pas si des gens ont déjà essayé de créer carrément une langue comme avec le Klingon, là, pour les fans de Star Trek, mais bon. Vraiment un vrai Shriwook opérationnel, on va dire. Là. Ouais. Mais bon. Donc, avant d'aller plus loin, on salue nos amis de Star Wars Littérature Québec avec qui on participe de temps à autre à entre autres, des revues de la Haute République, hein, vraiment œuvre par œuvre. Donc, ça donne l'occasion, entre autres, pour nous, Jean et moi-même, de revisiter ou en fait de discuter publiquement comme ça d'éléments qu'on n'avait pas critiqués à Star Wars en direct, par exemple des nouvelles. Que c'est ça, on était passé très très vite là, sur tout ce qui est nouvelles, œuvres jeunesse, puis tout ça. Oui. Donc voilà, on vous invite à joindre le groupe Facebook et leurs autres réseaux sociaux, là, si ce n'est déjà fait. Un petit WhatsApp Star Wars, Jean? Oui, toujours un petit WhatsApp très littérature aujourd'hui, parce que justement, Chewbacca, Han Solo, tout ça, ça a un lien. J'ai lu le tout dernier, enfin j'ai écouté le tout dernier Audible exclusive, parce qu'il en sort régulièrement, quasiment un par mois, on a un petit nouveau. Alors soit c'est des adaptations rapides de 10 minutes des films, mais là non, ce soir c'est un petit audiobook de 7 minutes, hein, c'est pas très très long. Ça s'appelle Chewie and the Courageous Kid, donc Chewie est l'enfant courageux. C'est écrit par Nate Milici et c'est écrit, oui, 7 minutes écrit par Nate Milici. Milici qu'on connaît bien, parce que lui, il a fait plusieurs, je veux dire, livres pour enfants de la collection World of Reading. Je ne sais pas si c'est connu un petit peu de ton côté du Canada, mais ici, on a beaucoup de World of Reading pour faire apprendre aux petits-enfants à lire, voilà, avec différents niveaux, tout ça. Tu as des franchises comme tu as des contes originaux, tu as des contes classiques, tout ça. Ça me dit rien, ça se peut que ça ait été traduit. Ouais. Voilà, et donc ce petit audiobook, c'est plutôt sympa, mais c'est surtout, voilà, l'information importante, c'est une adaptation du comics Chewbacca de 2015 de comment il s'appelle Jerry Duggan, voilà, et Phil Noto. Du moins des 3 premiers numéros où Ouais. justement le Chewie rencontrait donc une petite fille, enfin une enfant, donc l'enfant courageuse, donc voilà, et c'est vraiment l'adaptation sensu scripto, non, je sais plus comment on dit, sensu scriptus, enfin voilà, à la ligne près de ce qui se passe dans ce comics-là, donc voilà. Sympathique sans être incroyable, hein, voilà, comme d'habitude. Excellent. Puis ça, c'est Audible exclusive. Hein? Fait que contrairement comment dire, ceux plus volumineux, là, que c'est vraiment des petits récits là, de quoi quelques heures quand même, 3 heures, hein, je pense, là, les deux qu'il y a eu sur la Haute République. Ah oui, ceux-là, oui, non, c'est différent. Là, c'est vraiment les petits, j'appelle ça les short stories, là, j'ai mis ça dans je les garde et je les mets dans un fichier genre short stories, parce que c'est ça, c'est même pas 10 minutes. Ah, il était juste un petit clin d'œil aussi parce que tu sais qu'il y a le film des Mignons qui est sorti là, Les Mignons 3 qui, bizarrement est bien mieux que les 2 premiers et franchement, on vous conseille la vision. J'ai posté une petite critique sur le Star Wars en direct, justement le Discord là, en partie, hors Star Wars, là, divers Star Wars. Et alors, je vais vous spoiler juste un petit passage. Il y a un gros clin d'œil à Star Wars dans ce film-là. Et donc, passez 10 secondes si vous voulez. Mais voilà, George Lucas apparaît dans ce film en tant que George Lucas et fait même sa propre voix. Donc, c'était une surprise totale. Quand j'ai vu ça, je dis ah. Et alors, j'ai dû me renseigner pour savoir si c'était vraiment sa voix. Et c'est oui, le réal français, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, l'a contacté, il était OK pour prêter sa voix pour un petit caméo et c'était super drôle et ça fait sens dans le récit parce que Okay. je vais pas vous en dire trop sur le film, mais il n'y a pas que des monstres parce que le film s'appelle Minions and Monsters. Ouais. C'est pas que ça, il y a des monstres donc ça c'est cool, mais le sujet principal est encore mieux et pour les adultes c'est vraiment génial. Donc allez-y avec Quand ma plus jeune me demandera de l'écouter, j'aurai moins ouais. d'appréhension grâce à ta petite critique, Jean.
Ouais, ouais. Non, franchement, les 2 premiers étaient pas fous. Moi, j'ai pas accroché à déjà l'humour un peu chiant et j'ai trouvé moins profond que les Moi moche et méchant, tu vois? Mais là, le Mhm. 3e, franchement, ils sont allés dans une direction, Ouais. vraiment, vraiment intéressante. Ouais. Au Québec, c'était détestable, moi. Donc, Détestablement, ouais, Despicable Me, ouais, ouais, qui a la traduit. traduction de Despicable Me. Excellent. Écoute, de mon côté, on va faire un petit WhatsApp collector, collection de Funko Pop. J'achète pas tout, hein, parce qu'ils en sortent tellement que ça ferait. Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent vraiment à tout prendre. Oui. Mais moi, je prends vraiment les coups de cœur. Et fin juin, début juillet, il est sorti tu sais, souvent, il en sort à coup de 4, mettons, là. Mmh. 4-5. Et là, il y en avait 3 que je trouvais qui valaient le détour déjà. Écoute, le Commander Wolf, ceux qui nous ont en vidéo, là, regardez ça comme évidemment, c'est un clone, mais vous remarquerez que sa visière, son casque est complètement différent d'un casque de clone habituel. Et on ne se cachera pas que c'est très probable qu'ils sortent le casque Ah! Black Series comme j'ai derrière moi. Là, et ceux qui ne sauraient pas, ben, c'est ça, moi j'expose le casque et le pop ensemble. Mmh. Donc, c'est ça. Comme ça, j'aurai déjà le Commander Wolf. Excellent. Écoute, mais après, les 2 autres, là, j'ai trouvé juste trop magnifique pour les laisser passer. Le premier, c'est la succulente Shakti, donc la maître Jedi, qui était supposée mourir des mains de Grievous dans une scène supprimée, hein, de la Revanche Oui. des Sith. Mais je crois Ouais. que finalement, sa mort arrive plutôt dans la série de Clone Wars, Mmh. ou en tout cas, je me mélange peut-être. Mais bref, regardez-moi ça, cette petite œuvre d'art. Je trouvais ça Énorme. trop joli pour la laisser passer. Et le troisième, et non le moindre, écoute, un Plo Koon magnifique. Un Plo Koon avec Mmh. la capuche. Mais écoute, c'est un personnage que j'aime bien. Hein, pour rappel, celui qui va. C'est un peu comme le premier maître d'Ahsoka. Mmh. Un personnage qui était dans les live-action, hein, qui était dans les 2 films. Je crois, l'Attaque des clones puis la Revanche des Oui. Sith, mais tu sais qu'on a surtout apprécié dans la série de Clone Wars. Fait que c'est ça. Je trouvais vraiment trop beau pour les laisser passer. Oui, ils sont magnifiques, Donc, ouais. la collection continue de grossir et c'est toujours, OK, où est-ce que je vais mettre tout ça? Ça Mais voilà. Tu as combien là de figurines Aucune pop? idée. Je les ai pas comptés. En plus, des fois, il y a du partage avec certains de mes enfants. Donc, il y en a qui sont dans les chambres de mes enfants. Donc, bref, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais c'est ça, je me limite vraiment à ceux pour qui j'ai des coups de cœur, parce que Mmh. sinon, c'est sans fin. Là, ils en sortent. Je ne sais pas combien ça peut représenter par année, mais c'est énorme. Euh, donc, Jean, avant d'aller en hyperespace, qu'est-ce que les auditeurs avaient du côté de Star Wars en direct récemment? Alors récemment, enfin, pour info, faut savoir qu'on enregistre un peu en avance là, donc on va essayer de se projeter, sur ce qui sortirait. Donc, bah, déjà en littérature, vous avez toujours les critiques de nos 2 dernières reviews des sorties de juillet qui étaient donc Grievous. Voilà, l'histoire de l'hyperespace, c'est le nom de la collection. Focus donc sur le personnage de Grievous dans ce graphic novel de 70-80 pages, ma foi, bien sympathique. 96, je crois, Jean. 96 ans, voilà, quasiment 100 pages sur Grievous, donc très très cool comme petite lecture, ça paye pas de mine, mais c'était vraiment bien sympathique. Nous avions Mm. également critiqué donc pareil, la même collection d'histoire d'hyperespace, le Vague de Terreur, donc là focus plus sur le personnage de Kit Fisto comme l'on voit sur la couverture, mais pas que, avec quelques autres personnages Jedi bien sympathiques dans un conte de terreur sous-marine, d'horreur sous-marine, on va dire. Et puis hors littérature, donc nous avons eu toujours l'analyse, si on veut, des films des Ewoks, la Caravane du Courage, ainsi que la bataille pour Endor, et tout ce qui s'en rattache, donc les séries, les comics et tout le bazar, tout le Ewoks verse, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et sûrement qu'on aura de sorties, donc on n'a pas encore les miniatures ici, tu voulais le dire maintenant ou après? Je sais plus ce que tu m'avais dit, mais les Ouais, figurines des c'est dur romans. à dire si Ouais. l'épisode d'aujourd'hui va sortir avant ou après, mais vous aurez compris, il sort 2 livres en une semaine, là, fin juillet, au tournant du mois d'août. Donc, Eyes Like Stars Mmh. et Legacy, tous deux en mode post-logie, si on peut dire. Là. Eyes Like Stars, c'est un peu avant le réveil de la force, puis Legacy est après l'épisode 8, hein, je crois, entre le 8 et le 9. Donc, et c'est drôle parce qu'on va justement parler aussi aujourd'hui d'un album comics de la postlogie. Donc, qui se Oui. passe lui aussi juste avant
le réveil de la force. Et là, je pourrais te dire en WhatsApp aussi que j'ai commencé justement le Ice Wild Star parce qu'on enregistre un jour après la sortie de ce bouquin, donc en papier et en audiobook et donc j'ai commencé donc ce bouquin-là et pour l'instant, au bout de 2 chapitres, hein, c'est vraiment le tout début, ça promet, ça a l'air intéressant. Excellent. Ben, je crois, puis tu sais, voir les commentaires nombreux sur Internet, je crois que tout le monde est assez dubitatif du marketing, que c'est comme si c'était la première romance dans Star Wars, le premier roman de romance Ah oui. dans Star Wars, ce qui fait se gratter la tête beaucoup de gens quand même, là, parce que tu sais, vraiment, vous connaissez un peu les romans Star Wars, puis ajoute à ça les films, puis tout ça. Mais écoute, fait que je pense que beaucoup de gens vont le lire juste pour voir si c'est vraiment si différent des autres romans centrés sur des romances qu'on avait eues par le passé. Exactement. Donc, Jean, on passe en hyperespace? Allez, c'est parti. Oh, comme il dirait. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc comme je disais tout à l'heure, on est là pour discuter de À la poursuite du Faucon, ou Han Solo tiré à la poursuite du Faucon, sorti tout récemment du côté de chez Panini. Avant de tomber dans les specs, écoute, je voulais mentionner le fait que, tu vois, du côté de chez Panini, ils ont fait le choix éditorial, entre guillemets, d'appeler la BD tout simplement Han Solo, et avec un tout petit sous-titre en bas de page À la poursuite du Faucon. Donc, c'est un peu comme si c'était un numéro d'une série Han Solo, tu comprends? Oui. Alors que dans la version anglaise, là, est-ce que je l'ai ici? Bah, mettons, un des. Mais même dans le TPB, c'est comme ça, il y avait quand même le petit sous-titre proéminent. Fait que c'est drôle parce que dans la bibliothèque, tu vois, moi, ça m'a fait ressortir mon Han Solo de 2015, je crois, 2016. Génial. Qui lui aussi, du côté de l'Europe, avait pas de sous-titres. Il fallait vraiment aller sur le côté pour savoir que c'est la course du vide du dragon. Donc là, il y a un autre album, Han Solo, qui sort aujourd'hui, on va dire, ou tout récemment du côté de chez Panini. Et c'est ça, c'est pas du tout la même temporalité. C'est pas une série, mais vous aurez compris que ça tourne autour de Han Solo. Donc, Jean, est-ce que côté spec, dans le fond, on avait. Je peux donner les specs comme j'aime faire à l'habitude. C'est les 5 comics. Hein, c'est une mini-série, donc il n'y aura pas d'autres numéros. On est avec un 120 pages, sorti normalement le 26 août 2026. Ça fait déjà 2 fois que la date évolue de quelques chiffres, donc on va dire le 26 août. Chronologie de plus 31 à plus 34. Donc, on est exactement là, dans la période réveil de la force. Juste avant. Au scénario, Rodney Barnes, on y reviendra, qu'on connaît bien. Au dessin, même chose avec Ramon Rosanas. Aux couleurs, encore la même chose, on connaît très bien Guru FX. Et les couvertures, cette fois-ci, sont assurées par le dessinateur de l'album et le coloriste de l'album en duo. Ce qui est assez rare, hein, quand même. C'est vrai. On peut le mentionner. Mais souvent, les gens disent pourquoi la couverture est magnifique puis l'intérieur est dégueulasse. Par exemple, un album du Mandalorian ou d'Ahsoka, par exemple. Par exemple. Mais ici, ce ne sera pas le cas. Ce que vous avez en couverture, c'est ce que vous avez dans l'album. Et c'est vrai. Est-ce que j'ai le synopsis tout prêt? Normalement, oui. Ça se lit comme suit. Han Solo décide de récupérer le Faucon Millennium et de renouer avec l'aventure. Le problème, impossible de le localiser. Après avoir enrôlé Chewbacca peu enthousiaste, le duo se lance dans une quête pour retrouver le plus fantastique vaisseau de la galaxie. Sur leur route se dressent de nombreux malfrats qui veulent aussi le Faucon Millennium, à commencer par Duquesne, le scélérat qui l'avait dérobé. Voilà. Donc, Jean, est-ce que tu voulais nous toucher un mot des artistes? Oui. Déjà, juste un petit mot sur Panini, big up à eux, parce que alors c'est une mini-série, donc 5 numéros qui a été annoncée en juin 2025 en VO pour une sortie publication en septembre 2025. Donc, ils ont vraiment annoncé le truc sorti dans la foulée. Et c'est sorti donc en janvier en TPB, donc chez Marvel. Et là, c'est regroupé en avril. En avril en TPB chez Marvel. Et donc en août. Donc avril-août, ça te fait quoi quelques mois, 4 mois de
de traduction. Tout à fait Donc, raisonnable. voilà, c'est vraiment très bien. Et donc Rodney Barnes, tu disais qu'on le connaissait bien effectivement, parce qu'il a déjà œuvré sur le Lando de 2018, donc la version de Donald Glover. Puis c'est à lui qu'on a confié la plupart des adaptations. Tu mentionnais le Mandalorian Ahsoka, mais c'est lui qui faisait les scénarios de ces adaptations-là, souvent accompagné de Georges Gentil, on s'en rappelle au dessin. Mais là, on parle de Rodney Barnes. Il avait fait aussi, alors c'est lui qui sera au book de Boba Fett, qui bizarrement va avoir droit à son adaptation dès septembre, dès le mois prochain. Donc voilà. Par contre, ça sera pas, je sais plus si ça sera Gentil au dessin. Non, je crois que c'est un autre dessinateur. Bref, on verra bien quand ça sortira. Et il a fait un autre comics original qui est la mini-série Inquisitor, que tu avais moyennement plu, que j'avais plutôt bien aimé. Enfin voilà. Ouais. Qui était voilà, un petit peu sans. Ça avait laissé beaucoup de gens sur leur faim. Ouais, voilà. Ou comment dire, qu'on trouvait que le potentiel était plus grand que le résultat. Exactement. Alors, on s'attendait à quelques révélations, au moins comment ça s'organise, cette organisation-là, justement. Ouais. Et puis, parce que c'était plus sur un Jedi inconnu que sur les Inquisiteurs eux-mêmes. Donc, c'est ça qui était particulier avec Inquisitor. Hein, ça s'appelait. C'était pas du niveau du roman Inquisitor qui était, lui, par contre, au-dessus de tout. Et donc Ramon Rosanas, lui, on l'a déjà croisé également dans le temps, à l'époque jadis, si vous vous rappelez, les Edge of, donc notamment les Edge of à Résistance en 2019. Il a aussi fait quelques numéros de la série de 2020 Star Wars, la série régulière Star Wars 2020. Quelques illustrations dans la revue Star Wars Insiders, on ne le nomme pas assez, mais il y a Star Wars Insiders présente aussi des illustrations, et pour ça il y a des artistes, et donc lui faisait partie des artistes de l'Insiders. Il était déjà en compagnie de Barnes sur l'Inquisitor. C'était la même équipe technique, en fait, que ce soir. Il était en compagnie de deux autres dessinateurs dans le one-shot New Legacy, qui célébrait les 10 ans du comics Star Wars chez Marvel. C'est un petit one-shot qui, je ne sais pas s'il a été republié quelque part chez Panini. Je pense pas. Dans un Star Wars, peut-être? Je ne sais pas. On doit vérifier, ouais. Et il avait fait un petit numéro de Battle of Jakku aussi. Il était dans Battle of Jakku. Et il avait fait le FZBD 2024. Voilà. Il a fait pas mal de trucs. Dernièrement, il a fait un numéro de Boba Fett Black, White and Red. Et le one-shot sur Jyn Erso de la salle de one-shot sur les persos de Rogue One. Là, on les lit en ce moment. Voilà. Et voilà. C'est un pur addon comme ça, mais que j'ai lu hier ou avant-hier. Non, il y a 2 ou 3 jours. J'ai lu celui sur Jyn Erso, justement. Ah, ok. Et c'était sympa? Je t'avoue que j'ai... Oui. Moi, cette série-là, je sais que certaines personnes, vu que c'est une espèce d'anthologie là, sur différents personnages, les gens avaient des appréhensions. Moi, de mon côté, j'étais enthousiaste, mais jusqu'à maintenant, j'ai lu celui sur Cassian, que c'est carrément toute son arrivée, toute sa mission sur l'anneau de Kafrine. Donc, avant de trouver son contact au début du film. Donc, c'est les moments juste avant. Fait que, moi, j'ai trouvé ça excellent. Jyn Erso, c'est très bien aussi. On est, c'est pas un spoiler de dire, là, on est sur Wobani, là, dans le camp de prisonniers. Là, donc, avant aussi qu'on la découvre dans Rogue One. Fait qu'écoute, non, jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a celui de Saguera qui vient tout juste de sortir que j'ai pas lu. Mais je crois que c'est ça, c'est pas le même, c'est pas Ramon Rosanas sur Non. C'est une équipe créative différente sur chaque numéro. Hein. Donc Rosanas, c'est que sur le Jyn Erso, mais c'est cool, c'est un peu un genre de Edge of Rogue One. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup mieux, si tu veux mon avis, que je me souviens plus, j'allais dire, c'était pas des trilogies, mais ouais, il y avait eu Age of République, Age of Rébellion, puis Age of Résistance, hein, avec 9 one-shot x3, donc 27. C'était pas le concept du siècle. Là. Je me souviens à l'époque avoir fait une émission avec Malgus, puis qui donnait des 0 sur 20. Oui, c'était pas fou. Fait que Ramon Rosanas, c'est un habitué, puis comme je disais, Guru FX, écoute, on ne le compte plus. Là, c'est une grande habitude de Star Wars que d'habitude on aime bien. Oui, c'est un pseudo qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? Fait que justement, Jean, avant de tomber en partie spoilers, qu'est-ce que tu as pensé de ta lecture? Mais écoute, déjà, dans l'annonce de cette série, donc on l'a dit l'an dernier, moi j'étais plutôt chaud. Moi, l'histoire de comment Han Solo, entre les épisodes 6 et 7, a perdu son très cher vaisseau, c'était un penduleur, un trou dans l'histoire du personnage qui m'intéressait un temps, soit peu quand même. Et donc, ils sont très contents d'avoir eu cette annonce, qui pourrait sembler insignifiante pour beaucoup. Hein. Je sais que beaucoup de personnes, de fans, s'en foutaient un petit peu d'explorer ça. Et je les comprendrais, parce que moi, c'est le même grief que j'ai pour le film Solo, par exemple, qui va t'expliquer des trucs que tu n'avais pas envie trop de savoir et qui va gâcher même certaines pentes de la légende du personnage. Quoi. Donc, c'est un peu dommage. Mais là, c'était...
pour moi, c'est ce que n'arrivait pas à faire déjà dès l'épisode 7. Épisode 7, au demeurant, que j'aime beaucoup, hein. C'est un film que j'aime énormément, que j'adore revoir et tout, mais qui a des coquilles dès le début, de cette trilogie-là, des coquilles dans le scénario, dont cette espèce de voilà, d'histoire de Han Solo qui a perdu son faucon, qui le retrouve un peu par hasard. C'est très facile comment il le retrouve dans le film, c'est une sacrée coïncidence. Mais voilà, voilà. Donc, en savoir plus sur ça, moi, ça m'intéressait. Et donc, l'histoire de Barnes dans ce comics-là, je l'ai trouvé pas mal, mais sans être aussi exceptionnel. Disons que je m'attendais à un truc différent que ce qu'on a eu. On développera plus en spoiler, évidemment. Déjà, un bon truc, c'est qu'il caractérise très bien le personnage de Han Solo. Je retrouve très bien le vieux Han Solo, hein, de l'épisode, des épisodes 7, 7 seulement, et 9 peut-être, vite fait. Non, même pas. Juste celui du 7, c'est très grumpy, très râleur, un petit peu comme ce qu'est Harrison Ford dans la vraie vie, presque, tu vois. C'est vraiment... Il n'a pas dû composer beaucoup son rôle, hein, Ford, pour ce film-là. Non, effectivement. C'est vraiment ça. Mais voilà, donc déjà ça c'était pas mal. Le prétexte du pourquoi il se décide à partir à la recherche du faucon, pareil, j'ai pas trouvé ça ouf, c'était ok, mais c'était vraiment lambda comme prétexte, quoi. J'ai pas trouvé ça très, très original, quoi. L'aventure en général, donc tout le long du comic, c'est plutôt sympathique à suivre. Donc on voyage de planète en planète, c'est sympa, la recherche du faucon. Ouais, ça, on est dans. Tu sais, puis ceux qui ont pris les autres, que ce soit Canon ou Légende, toutes les aventures d'Han Solo, on visite plein de planètes, il y a de l'alien en profusion. Fait que ça, on n'est pas dépaysé ici. Oui, complètement. Tu l'as dit, donc il va retrouver Chewbacca, évidemment, donc le duo iconique va faire son retour. On le voit sur les couvertures également, donc c'est très cool. Je sais pas si c'est spoiler de dire, mais on aura quand même des pages flashback, on va dire, très très sympa. On voit donc un Han plus jeune à l'époque où il était encore avec Leia, parce qu'on le rappelle, à cette époque-là, ils sont un petit peu en froid les deux là, un peu comme ce qu'on voit dans le film en fait, hein, c'est complètement ça. Mais justement, j'aurais voulu avoir plus de réponses sur ça, en fait, sur pourquoi ils sont aussi froids l'un envers l'autre, pourquoi ce qui s'est passé avec Ben. En fait, voilà, c'est pas vraiment l'histoire que j'aurais voulu voir. Petits indices, rien de majeur, ouais. Mais on peut mentionner, vu que tu parles des flashbacks, Jean, on peut mentionner sans spoiler que c'est de l'inédit. C'est du flashback inédit. Donc, c'est pas ce qu'on a déjà reproché dans d'autres albums, de nous mettre des moments des films qu'on connaît déjà. Exactement. Et de prendre plusieurs pages que, en fait, c'est pas de l'inédit. Là, c'est tout de l'inédit, des moments justement de Anne, Leia et Ben Solo quand il était enfant, ou toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est très cool. C'est vraiment des bons passages, en plus qui coupent un petit peu dans le récit du présent, entre guillemets. Il y a peut-être une case qui reprend une image d'un film, mais bon, c'est pas grave. C'est pas, comment il s'appelait là, c'est Greg Pak, non? C'est Greg Pak qui faisait ça pour Dark Vador, là, qui reprenait des morceaux du film. Je sais plus si c'est Greg Pak ou non, Greg Pak, je crois que c'était. Dans la série Vador de 2020. Ouais, voilà, là, c'était too much, là, c'est vraiment pas le cas. Donc, comme tu dis, c'est de l'inédit. J'aime bien la façon d'écrire les dialogues aussi de Barnes. Là, Han Solo, c'est vraiment sa façon de parler. Il sort des petites blagues toujours ici et là, toujours très nonchalant et tout. Ce qui rend cette BD plutôt légère dans son ton. Je m'attendais à un truc un peu plus dramatique, un peu plus émouvant. Et en fait, hormis ces flashbacks, comme tu disais, que je trouve quand même trop courts, encore une fois, j'aurais préféré plus de matériel sur ces flashbacks-là. J'ai même pas pu verser ma petite larme et tout. Donc, bon, niveau émotion, on n'est pas trop là. Bref, donc scénar pas fifou. Ah oui, la fin. Alors la fin, on en parlera, mais très très déçu. Très très déçu par la résolution de ce comics qui va faire un petit lien avec le film. Mais je m'attendais tellement à plus que décevant par la fin. Et les dessins, j'aime beaucoup le coup de crayon de Rosanas, sauf Han Solo, en fait, qui a souvent un visage pas très ressemblant avec son pendant. C'est inégal. C'est inégal. Un petit peu inconstant. Il y a des très belles choses. Puis c'est ça, mais c'était la même chose avec Inquisitor de mémoire. Puis, oui, voilà, exactement. Donc c'est pas du genre gentil non plus. Hein. Puis hormis Solo et peut-être Leia encore ça passait, mais par exemple Lando, voilà, il y a vraiment tout le lore de Han Solo. Donc il y a Chewie. Chewie ça va, bizarrement, t'as vu, il arrive à le faire. Lando, pareil, c'est les humains en fait où il a un peu de mal, j'ai l'impression. Mais tout ce qui est vaisseau, alien, tu disais qu'il y a beaucoup d'aliens. Vaisseaux, donc le faucon, tout ça, et les autres vaisseaux sont superbes, le découpage est plutôt sympathique, c'est assez dynamique. Non, les phases d'action sont cool. Donc c'est vraiment le personnage principal qui s'est un peu planté dessus, mais bon, par ça reste pas magnifique, mais très très lisible, et au final, j'ai plutôt bien apprécié cette lecture sans être transcendante non plus. Voilà. Et toi,
Francis? Ben écoute, je vais y aller dans le sens inverse, dans l'ordre inverse. Au niveau des dessins, tu en as déjà beaucoup dit. C'est pas laid. Parfois, je me disais, ouais, c'est un peu générique, un petit peu le minimum requis. Puis à d'autres moments, il y a vraiment des belles choses. Donc, c'est pour ça que je suis ambivalent un peu. Pour moi, ça passe. Ça a la note de passage au niveau des dessins. Je ne mettrais pas ça dans la catégorie, mais pourquoi ils prennent un dessinateur comme ça sur une franchise comme Star Wars? Là, c'est correct. Mais c'est ça. Il n'y a pas non plus d'effet wow. Pour les yeux, il faut que vous achetiez cet album-là. Malheureusement. Ouais. Mais je le dis, il y a quand même des moments, entre autres, sur le Faucon Millennium, il y a du détail. Oui. Par moment, il y en a des pièces sur ce vaisseau-là. Puis je vous dis, il y a des cas où je me suis dit, OK, ouais, il s'est donné. Là. C'est vraiment très, très, très beau. Mais tu sais, comme je disais, là, c'est le même dessinateur que les couvertures, fait que ça va couvrir les couvertures en même temps. Il a quand même fait un bon travail au niveau des couvertures. On n'a pas l'impression que c'est non plus que c'est une cause très ordinaire là, d'un album. Mais bon, ce serait pas mon dessinateur de couverture préféré. Non, voilà. Ça reste correct sans plus. Quoi. C'est ça, correct sans plus. Côté histoire, écoute, moi aussi, je suis resté un petit peu sur ma faim. Peut-être que j'étais moins enthousiaste que toi au départ. Je suis dans la catégorie qui se demandait, mais en fait, c'est que je vois l'intérêt de cette histoire-là en 2015. Oui. Tu comprends? Oui. En promotion du Réveil de la Force, dans la série là, Voyage vers le Réveil de la Force. Là, on est 11 ans plus tard. Tu te dis, mais pourquoi? Qui demandait ça? Et en plus, bon là, évidemment qu'en anglais, c'était il y a presque 1 an que ça a commencé, là, comme tu disais, en septembre, là, l'annonce, on va dire. Mais là, il y a cet album-là qui sort. Il y a 2 romans qui sortent. On nous a aussi sorti un pot d'Amron récemment là, du côté de chez Dark Horse. Fait que l'aspect post-logie, honnêtement, il y a un retour à la post-logie que je ne demandais pas. C'est peut-être lié au fait que c'était les 10 ans. Ben, ils auraient dû sortir ça plus tôt pour les 10 ans de l'épisode 7, là, justement. Il n'y avait pas trop de contenu. Ouais, c'est comme ça que je l'avais compris l'année dernière. Mais je sentais, avec tout ce que je lisais en commentaire, que j'étais pas le seul à me demander est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour titiller une nostalgie du Réveil de la Force. Mais bon, ça, c'est un autre pitié de la postlogie en général. Fait qu'il y a ça qui, à mon avis, nuit à l'intérêt du public pour cet album-là, pour cette série-là. Et le personnage de Han Solo a un certain capital encore, évidemment, là, d'adoration là, et de fanitude chez les fans de Star Wars comme nous. Mais c'est sûr que là, il y a eu beaucoup de contenu dessus. Il y a eu un film dédié qu'à lui. Il y a eu plusieurs séries de BD aussi. Il y a eu plusieurs romans aussi. Et là, on retrouve en plus la Han Solo, je dirais, à la période de sa vie que les gens, à mon avis, je peux me tromper, là, mais à mon avis, c'est la période de la vie d'Han Solo que personne trouve ça intéressant ou que. Puis je suis d'accord avec toi que ce qu'on aurait aimé voir de lui à cette époque-là, je suis même pas sûr que c'est ça, la poursuite du Faucon ou en tout cas, le froid avec Leia ou le pourquoi ça s'est vraiment brisé ou je sais pas trop. Ces années où il y avait du mal, par exemple. Vraiment comprendre quand est-ce qu'il a décidé, non, moi je. Là, c'est comme s'il avait été 25 ans à rien foutre et que là, il décidait de repartir à l'aventure. Ouais, voilà, c'est le prétexte, comme je disais. Il est vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça la caractérisation d'Han Solo? Là? Est-ce qu'il va passer 25 ans à rien foutre, donc à pas faire d'aventure du tout? Bref. Et le déclic, on en parlera, mais le déclic pour il faut que j'y retourne, j'ai envie de refaire comme avant. Tu vois, c'est comme s'il était en mode nostalgique. Là. J'étais quand même bien quand j'étais smuggler et quand je risquais ma vie et tout. Et le déclic est vraiment. J'ai l'impression qu'on a déjà eu ça, mais beaucoup plus tôt, quand dans le roman de Daniel Roseholder, là, quand ça s'appelait Baroud d'honneur en français, Last Shot, c'était déjà ça, mais ça se passait beaucoup plus tôt que ça, quand Ben Solo était enfant. Oui. Donc, fait que bref, c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'on a le personnage qu'on aime bien quand même, mais en mode déchu
Donc, C'est ça. Et fait que c'est ça que j'ai l'impression que les gens vont trouver beaucoup moins intéressant là, que si c'était encore une Xème aventure d'Han Solo, comme on en a déjà eu plein, mais qu'on est toujours intéressé d'en voir d'autres. Donc, par exemple, dans la série Galaxy's Edge, hein, on retrouve Han Solo à son meilleur là, après le réveil de la Force, donc le retour du Jedi. Fait que c'est ça. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai l'impression que ça aide pas, cet album-là. C'est pas mauvais, mais sans plus. Ça va être une note de moyenne et autour de la moyenne, mais sans plus. Oui, et puis pour revenir sur ce que tu disais aussi, que les gens n'attendaient pas vraiment un récit sur ce pan-là de son histoire, les lecteurs Legends aussi, là je commence à un petit peu, pas pareil, en lisant de plus en plus de matériel Legends, à les comprendre vraiment, le divorce, on va dire, entre Leia et Han, pour un couple si iconique, mais ça me fait penser à, comme dans Jurassic Park, Lily Sattler et Alan Grant qui sont ensemble dans le premier, et dans le troisième, tu les vois séparés, et avec leur vie complètement différente, et ça fait mal au cœur. Tu dis, mais non, mais ces personnages-là, je les adorais quand ils étaient ensemble, et Anne et Leia, tu parlais de romance dans Star Wars, pour moi, c'est la romance dans Star Wars. Oui, t'as bien sûr Padmé, Anakin et tous les autres, mais celle-là, c'est la romance originelle, et qu'on a adoré tous, quoi, vraiment, c'est tout. Et là, les voir dans la postlogie, dans le canon, dans cette situation-là, c'est un pincement au cœur terrible, d'autant que dans Legends, ils ont 3 gamins, ils ont eu des aventures en pagaille, les Yuzang Vong, tout ça, machin, et ils sont pas séparés, si j'ai pas de bêtises, dans Legends, je connais pas encore plus que ça, non. Dites-nous dans les commentaires, mais je crois qu'ils sont ensemble tout le temps, en fait. Et justement, ça apporte une dynamique beaucoup plus intéressante de les voir séparés, ou alors il aurait fallu nous montrer qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comme tu disais, là, vraiment, la raison de la séparation. Là, il y a des bribes, on dira, qui sont peut-être liées au parenting de leurs gamins, parce que tu le sais comme moi, avec nos compagnes respectives, on n'est pas souvent sur la même longueur d'onde. Quand on élève les gamins, on a notre méthode, elles ont leur méthode. Souvent, on est plutôt complémentaires, mais parfois, ça ne marche pas. Et ça arrive à la séparation, tout ça. Et c'est ceux qui n'ont pas d'enfants, qui nous écoutent, Jean, qui ne comprendraient pas ce dont tu parles, écrivez sur YouTube quand vous laissez les enfants à leur papa, donc ou en français ou en anglais, là, mais quand tu laisses les enfants à la maison seuls avec leur père. Donc évidemment, c'est toutes des bêtises, des conneries que les pères font avec les enfants, des choses dangereuses, etc. Et c'est exactement ce qu'on a ici dans l'album. On a un exemple de ça, Han Solo qui est relativement nonchalant, comme souvent c'est le cas du père et de la mère qui panique, et c'est bien trop dangereux pour un enfant. Donc, c'est classique, mais je suis d'accord avec toi, c'est tellement faible comme indice de vraiment pour une rupture d'un couple, en plus, comme Leia et Anne, en tout cas, bref. Mais on y reviendra plus en partie spoilers, Jean, mais c'est ça. Moi, je suis là aussi. Le peu de potentiel que je voyais quand ils ont annoncé cette série-là, je n'ai même pas eu ça. Donc, puis, bon, par contre, il n'y a pas de retcon. On peut peut-être préciser cet aspect-là, là, parce qu'il y avait un mini débat sur est-ce que cette série-là retcon le début du Réveil de la Force. Moi, je dirais que non. Non. On pourrait en parler en spoiler encore une fois, mais je sais pas si. Alors, le film était là avant, donc techniquement, c'est Barnes qui a un peu mal fait comment il a tourné son scénario, mais la façon dont il a tourné son scénario pour lier au film, je préfère ce qui a été fait dans le comics que ce qui a été fait précédemment par JJ dans le film, en fait. On en parlera, mais c'est... on y reviendra un peu plus en détail, fait que restez avec nous en partie spoilers. Puis comme je vous dis, pour les amoureux d'Han Solo, on en a dans l'équipe. Là, on salue par exemple Sébastien à Paris, là, qui est un grand fan. C'est ça. Moi, c'est pas une mauvaise histoire d'Han Solo. T'sais, on a tous les codes avec Chewbacca, puis Lando, puis ça tire de partout, les trahisons, les ci, les autres. On a tous les classiques là, de Han Solo. Mais c'est ça, un Han Solo qui devrait peut-être être à la retraite. On va dire ça comme ça. Je l'ai dit avec moi-même, je suis très, très blanchi par le temps. Mais écoute, c'est ça. Moi, c'est pas ce que je recherche comme aventure d'Han Solo. Mais bon. Disons que là, tu as dit c'est une mini-série de 5, ok? Donc les 4 premiers, non, beaucoup plus, hein, vraiment. C'est vraiment le 5e qui a créé une rupture là. Et je me demande si en mini-série un peu plus longue, avec 5-6 autres numéros, ou voire une régulière, hein, qui sait, l'aventure d'Han Solo à cette période-là, ça aurait été peut-être pas mieux. Là, il a peut-être dû raboter sur la fin, parce que c'est vraiment le dernier numéro qui m'a déçu.
Ben, sais-tu quoi? Moi, je me suis fait la réflexion que je me demande si ça aurait pas été mieux en roman, justement. Ah oui, complètement. Par Ouais. exemple, bon, on n'est peut-être pas dans les thèmes de jeunes adultes, là, on est plus dans les thèmes début de l'âge d'or, mais c'est ça, un court roman, j'ai l'impression parce que là, souvent, ben, évidemment, c'est un comics d'Han Solo, fait que ça va vite, hein, comme tout bon comics d'Han Solo, mais je sais pas, j'ai l'impression que par moment, j'aurais préféré cette histoire-là en roman qu'en comics. Mais bon, ça aussi, c'est un autre Ouais, débat. c'est vrai, non, complètement d'accord. Et en parlant de roman, il faut savoir qu'il y a des liens avec le Smuggler Run de 2015, avec la dernière voilà, voyage vers le réveil de la force là, de Greg Rucka. C'était un petit roman young adult, je crois, qui racontait un petit peu C'était même un roman jeunesse, en fait. jeunesse. D'accord. Ouais. Voilà, donc il y a des liens Mais en avec ce français, il roman. était sorti chez PKJ, là, donc il y avait une confusion, effectivement, Ah, ok. des grades, on va dire. Mais c'était un bon petit roman jeunesse là, qui nous présentait aussi des personnages qu'on retrouve dans la postlogie. Voilà, et qu'on retrouvera dans ce comics-là, donc qui se passe avant ce comics-là, et qui est, franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, on vous le conseille, il est vraiment très bon aussi. Tout à fait. Fait qu'on passe en partie spoiler, Jean. Yes! Donc, comme je disais, restez avec nous ou revenez écouter le reste de l'émission quand vous aurez lu le comics. Donc, Jean, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle depuis tout à l'heure? Là, vas-y, spoil-nous, divulgage-nous complètement ce comics. Ah bah écoute, Han Solo à la poursuite du Faucon. Voilà. Mais on commence avec le plus beau couple Star Wars ever, hein, la plus belle bromance, voilà, comme toi et moi. Hein. Donc c'est Han Solo et Lando. Donc ça commence comme ça, effectivement. Donc nous sommes chronologiquement, tu l'as dit, quelques années précédant l'épisode 7. Donc vieux Lando et vieux Han qui assistent à une course de Land Speeder là, sur la planète Malastar. Et quand Han voit que ils ont chacun un pilote en fait, c'est comme si c'était patron d'une écurie. Et donc Han voit que son pilote ne gagne pas, donc il va carrément prendre les commandes du Landspeeder et gagner la course, mais il va se faire de suite disqualifier et râler comme d'habitude. Et c'est là qu'avec Lando, voilà, ils vont discuter. Donc c'est vraiment une petite séquence d'action dès le départ, relativement sympathique, qui nous fait découvrir un autre style de course. Tu vois, on avait les courses de pod, là c'est plus des courses de Landspeeder, donc c'est peut-être moins impressionnant, mais voilà, ça existe. Et je pensais pas l'avoir déjà vu. Avec le jeu Galactic Racer qui sort très bientôt, c'est une des 3 catégories, si je comprends bien, là, de véhicules là, de course. Excellent. Oh, il nous tarde, hein, ce jeu-là, ça va être top. Et donc avec Lando, ils discutent tout ça, et c'est là qu'ils vont mentionner le fait que Han Solo a perdu le Faucon, mais sans plus de précision. Là, pour l'instant, si t'as pas lu le petit roman, comme on disait avant, on sait pas trop vraiment comment il a perdu. Donc Han va retourner à son appartement. Donc là, tu vois qu'il habite seul sur Malastar, donc il est tout tristoun dans son appartement là. Il est donc séparé de Leia déjà. Il regrette le bon vieux temps. Voilà, il était Scanjo. Tout ça. Il a un droïde, hein, je crois, aussi dans son appart, qui s'appelle C4DO. C'est marrant. Ouais. C'est très similaire à C3PO. Et c'est le même modèle, en plus, quasiment, qu'un C3PO qu'il détestait dans les films. Donc c'est drôle qu'il ait gardé un modèle comme ça. Ouais. Plus un serviteur ici qu'un traducteur, diplomate, protocole, tout ça. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, voilà, là, ça va être le déclic. Donc il va se rappeler le bon vieux temps, il va regarder les étoiles. Et donc, c'est comme ça qu'il va avoir l'envie de partir à la recherche du Faucon. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça tombe comme un cheveu sous la soupe, je trouve. Je sais pas, il y aurait peut-être un meilleur moyen pour le relancer dans l'aventure plutôt que juste regarder les étoiles, je sais pas. Comme déclencheur, là. Ouais. Donc, il va commencer à voyager un peu partout, sur différentes planètes. Il va rencontrer un broker du nom de Barbonne, et c'est là qu'on en apprend un peu plus. Donc, c'était déjà mentionné dans ce roman-là, de Greg Rucka de 2015. Mais voilà, Han s'est fait voler le Faucon par un certain Duquesne. Duquesne qui est de la race... Ah, j'ai pas noté la race, mais c'est la race... les picots, là. De pirates, comment t'appelles ça ça va nous revenir. Les Wikis. Voilà, les Wikis. C'est un Wiki. Est-ce que c'est la race de... Ah, je sais plus, Jack Sparrow. Du pirate du John Sparrow de Star Wars. Ouais. Voilà, avec les dreads. J'ai plus son nom non plus, là. C'est celui qui a Galaxy's Edge aussi. Bref, c'est la même race. Et donc, c'est lui qui avait volé le Faucon, apparemment. Voilà. Et donc là, il se trouve sur la planète à Oskatoon, apparemment. Donc, Han Solo va y aller. Et c'est drôle parce que, Han Solo n'est pas force sensitive, mais il va quand même ressentir la présence du Faucon. Il va se balader de hangar en hangar, mais sans la trouver, et il va ressentir la présence. Ça, c'est pas mal trouvé, je trouve, le fait que, tu vois, il a une relation tellement forte avec ce vaisseau que
il la sent quand elle est proche, tu Mhm. vois. Ouais. Un peu comme Malheureusement, si moi, je te dis, oh, je ressens telle chose. Tu sais. ouais, voilà, en gros, c'est un petit peu gros, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis donc bon, il va essayer de le récupérer sans aucune aide aucune, il va pas y arriver, hein, beaucoup trop gardé ce vaisseau, avec des droïdes de garde, machin. Donc il se décide d'aller récupérer Chewbacca, qui lui est retourné auprès de sa famille sur Kashyyyk. Et donc on retrouve Chewie sur Kashyyyk, qui apprend à son fils là, qui s'appelle Lumpa Waru, si vous vous rappelez, Lumpa Waru, donc Lumpa ou Waru, il a 2 surnoms, et qui était déjà le Holiday Special de 78. Bref. Il va aussi rencontrer la femme de Chewbacca, Mala, elle a toute la famille là, du Holiday Special, c'est drôle, c'est sympa de les revoir sur Kashyyyk et tout. Et donc Anne va convaincre Chewie de l'aider à retrouver le faucon, et là c'est pareil, tu vois, il convainc vraiment facilement, je trouve. Alors que voilà, lui, il a repris sa vie, ça fait des années qu'il est avec sa famille, il éduque son fils, et là, alors oui, tu as peut-être la dette de vie, là, ça, ça me fait rappeler la dette de vie de Anne. Bah, bon, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Je sais pas. Là. Évidemment, c'est qu'en Shriwook, là, la conversation, donc c'est compliqué à comprendre. Mais ouais, je trouve qu'il arrive à récupérer Chewie sans vraiment de débat avec sa femme, par exemple. Tu vois, il y a sa femme qui est là, elle dit rien. Son fils qui est là. Ah oui, son fils qui aimerait les accompagner, mais Jean, il trouve pas ça crédible parce que chaque fois qu'il veut faire quelque chose, lui, il y a un gros débat en japonais qui s'ensuit. c'est ça, exactement. Voilà, là, il n'y a pas ce débat, là. C'est quoi ce couple? Mala, elle aurait son mot à dire, là. Là, elle reste elle est en tablier, là, derrière la cuisine. Là. C'est quoi, là? C'est pas assez féministe en Wookiee, franchement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben écoute, moi je l'ai plus vu comme, évidemment, comme tu dis, la conversation qu'on comprend pas, là, qui est en Shewok, mais je l'ai plus vu comme Chewbacca, il a pitié d'Han Solo un peu dans ce comics-là, dans le sens qu'il. C'est ça, il sait que c'est comme son dernier combat avant la fin. Là. Faut qu'il retrouve le faucon pour Anne. Ouais. Même chose Lando aussi, là, dans certaines conversations, là, dont la dernière page de l'album. Tu sens ça, là, que Lando, il sait que Anne, il a besoin du faucon. C'est ça. Il peut pas vivre sans son faucon. Est-ce que le plus grand amour de Anne, c'est pas Leia, mais c'est son faucon, effectivement. Donc, les deux, le duo iconique, va retourner sur Oscatoon. On rencontre aussi enfin le fameux Duquesne, qui est caractérisé comme quelqu'un qui peut être très cruel, parce que là, il va jusqu'à tuer son propre associé. Là, il est introduit comme ça dans le comics, donc il est assez méchant comme antagoniste, ce Duquesne. Chewie va secrètement informer Leia de la quête de Anne. Donc voilà, Chewie va parler en secret à Leia, alors que Anne et Leia sont en froid, donc eux, ils ne se parlent plus. Donc sur Oscatoon, le duo va break in dans le hangar là où Anne avait senti la présence du faucon, et ils vont tomber nez à nez avec Duquesne, justement. Anne va lui foutre une sacrée raclée, mais voilà, Duquesne va révéler à Anne qui n'a plus le faucon, mais que ce sont les certains Irving, les frères Irving, qui se sont apparés en trichant au sabak, bien évidemment. Ben, ça, c'est la fameuse réplique du film. Là. Donc, à un moment donné, ça le disait. Là, Duquesne l'avait volé à moi, puis blablabla. Ah, effectivement, bien vu. Ça, c'était mentionné dans le film. Là. Il s'est fait voler plusieurs fois. Là. D'accord. Et donc là, c'est à ce moment-là, on a la belle surprise d'un premier petit flashback. Enfin, non, pas vraiment, c'est le deuxième, mais le tout premier dans les premières pages du comic, c'était juste histoire de te rappeler que ça parle du faucon. Parce que oui, vous le verrez, dans le présent, en tout cas, ce sera compliqué de le voir, le faucon, on va dire. Donc heureusement qu'il y a ces petits flashbacks où tu vois le faucon, tu vois tu vois Anne et Leia jeune, accompagnée du tout jeune Ben Solo qui doit avoir quoi, 5-6 ans, et là qui sont à bord du faucon pour ce qui semble être le premier vol pour Ben Solo en tant aux commandes, quoi. Donc c'est touchant, il y a Chewie qui est là, tu vois, donc ça c'est cool. Voilà. Et donc dans le présent, Solo et Chewie vont s'allier temporairement à Irving pour récupérer le faucon auprès des frères Irving. Donc petite baston dans une cantina, ça va se fusiller, tout ça. C'est Duquesne, je crois, qui va provoquer d'ailleurs la fusillade. Ah non, pardon, je dis des bêtises, c'est Duquesne qui va tirer sur les Irving et Chewie et Solo, et Solo et Chewie vont s'allier aux Irving, voilà, plutôt contre Duquesne, excusez-moi. Et donc, dans le présent, donc ils vont, le trio, le quatuor, on va dire, parce qu'ils sont deux, les Irving, vont s'échapper dans un autre vaisseau, et donc Anne va demander aux Irving ce qu'ils ont fait du faucon, et ils répondent que c'est un Carplot qui leur a volé, donc voilà, direction Jakku, parce que là, on fait un peu plus le lien avec le film, donc c'est passé de Duquesne au Irving, de Irving à un Carplot, voilà. Mais Duquesne, lui aussi, il veut récupérer le faucon, il n'a pas laissé tomber, contrairement aux Irving qui, eux, s'en foutent un petit peu, tu me diras. Et donc, tout ce beau monde se dirige vers Jakku. Voilà. Et Duquesne est vraiment un gros pourri parce qu'il va carrément avertir un Carplot que Solo est après son vaisseau. Là, on a encore un petit
flashback où on a un Ben Solo un peu plus âgé, quoi, 10 ans peut-être. Et c'est là qu'on voit voilà, les premières enfin, on voit pour la première fois, je dirais, les tensions entre Leia et Han, notamment sur comment éduquer leur enfant, en fait. C'est ça, c'est le fameux passage où tu as Han qui veut l'embarquer pour une balade en vaisseau, et puis le vaisseau se crache, heureusement sans Ben à bord, mais devant Leia qui, elle, veut que son fils étudie la géopolitique de la galaxie, mais qui hijack le droïde pour pas finir sa leçon, mais pour pouvoir s'échapper avec son papa. Donc, tu vois, c'est intéressant, ça, tu vois, ce genre de passage. C'est un Han qui n'a jamais eu de père, vraiment, hein, donc qui a été élevé dans les bas-fonds de Corellia, comment on les appelle, les vers gris, là, les vers c'est vrai, c'est un bon point, ça. C'est vrai qu'il y a vraiment du contenu sur ces personnages-là pour vraiment faire un roman sur plus leur psyché, quoi, parce que c'est vrai que Han Solo, c'est vrai, là, tu apportes un point très important. Et Leia devrait être... Han Solo, il sait pas c'est quoi élever un enfant. Ouais, carrément. Aucun modèle, là, tu sais. Ouais. Voilà. Et puis il a toujours été très selfish, arrogant, un petit peu, toujours sûr de lui, et puis il a jamais eu vraiment l'opportunité. Donc là, c'est ça, il s'apprêtait à laisser Ben Solo, bouger un peu le speeder. Ce qu'on a tous déjà fait, ou en tout cas avec nos papas. Là, donc, tu sais, la première fois que tu bouges la voiture tout seul. Mais là, Leia, elle force à le sortir in extremis. Et il y a un problème mécanique avec l'engin qui va s'écraser contre un mur, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a il y a une petite perte de confiance de la part de Leia. Là. Ouais, c'était très sympa. Tu vois, c'est ce genre de passage qu'on aurait voulu avoir plus, ou carrément avoir un focus là-dessus. Quoi. Ou alors il faudrait une mini-série Han et Leia. La séparation. C'est sympathique comme principe. Mais bon. Amour, c'est ça, Love and Thunder. Durant donc, leur voyage pour Jakku, donc là, un petit drama entre Chewie et Han qui vont discuter de Leia, justement, du fait que Chewie a des conversations secrètes avec elle, et que lui, il veut pas lui parler, mais Leia parle de ses problèmes avec Chewie, ça énerve Han, mais lui, il veut pas parler. Bref, family drama, quoi. C'est vraiment très drôle aussi. Et donc, ils vont se faire interrompre par des chasseurs qui vont les attaquer aux alentours de Jakku. Là, ils sont vraiment en orbite autour de Jakku. Petite bataille spatiale très sympa, avec, comme à l'habitude, Chewie aux commandes et Han Solo au canon. Là, ça rappelle le Han à son prime. Et donc, le duo design très intéressant de petits chasseurs aussi. Oui. On vous montrera. C'est vraiment sympa. Je me suis demandé ce que c'était comme chasseur. C'était des chasseurs de plot? Est-ce que c'était... je sais pas, des chasseurs de prix, j'en sais rien, je sais pas, c'est pas trop nommé, mais c'est vrai que le design des vaisseaux est original en tout cas. Et donc ils arrivent sur Jakku et sont méchamment accueillis par Plot qui va directement les emprisonner. Mais bon, c'est Han Solo, donc il va très vite s'échapper grâce à leur technique secrète, qu'on a vu dans les films, je crois, de prétendre s'engueuler pour ensuite surprendre leur geôlier, quoi. Donc ils s'échappent. Plot va envoyer des droïdes à leur poursuite. Han et Chewie se retrouvent dans les souterrains de Jakku. Alors ça, c'est surprenant de savoir qu'il y a disons que Plot a une espèce d'antre dans les souterrains de la planète de Jakku, qui sont des espèces de grottes où il y a de l'eau, bizarrement. Oui, il y a de la vie. C'est bizarre aussi comme... voilà, bon, il y a de la vie dangereuse. Ouais. C'est ça. Et donc, voilà, oui, comme tu dis, ils sont confrontés aux serpents, là, qu'on voit sur la couverture numéro 4, les serpents voriles, voilà. Et après s'en être sorti de justesse, c'est parce que Chewie a bien failli y passer à ce moment-là. Han et Chewie vont encore s'engueuler concernant le faucon, tout ça, l'intérêt de cette mission-là. Et Han va enfin réaliser et s'excuser à Chewbacca que finalement, le faucon vaut peut-être pas la peine de risquer sa vie pour lui, quoi. Donc, il va repenser à Leia, à Ben, à se dire que, à la famille de Chewie, à se dire que, faudrait quand même que... Est-ce que tout ça, c'est pas un prétexte pour avoir quelque chose à faire, plus que pour affronter le vrai... le vrai danger pour lui, qui est d'affronter sa famille, quoi. Han, Leia, Luke, tout ça, quoi. Donc finalement, il décide de laisser tomber la poursuite du faucon pour retourner à sa famille, sachant qu'il est à 2 doigts de l'avoir, là. Là, il est sur Jakku, et on sait que le faucon est là, quoi. Donc c'est quand même con d'arriver quasiment au but, mais de laisser tomber, mais bon, voilà. Et donc, dernier numéro, le duo va quand même revenir au camp de Plot, histoire de prendre un vaisseau pour s'échapper de la planète, quand même. Alors, ce ne sera pas le faucon, ce sera notre vaisseau. Mais... voilà, oui, parce que comment il s'appelle, Solo va vouloir ramener Chewie à sa famille parce qu'il s'en veut, tout ça, de l'avoir pris, tout ça. Donc là, on a pas mal de bastons dans le dernier numéro. Ils vont de nouveau se faire capturer. Donc là, c'est vers ça, le dernier numéro, c'est très redondant parce qu'ils se refont capturer, refoutent en prison, et Han Solo va de suite direct se rééchapper, comme on l'a lu 2 numéros précédemment.
Donc là, c'était un peu rébarbatif comme structure, on va dire. Et finalement, ils vont directement se pointer devant un Carplot, donc bataille finale contre le boss, baston. Duquesne va arriver aussi dans la mêlée. Là, Duquesne, c'est à ce moment-là qu'il va team up avec Anne et Chewie contre un Carplot, parce que voilà, tout le monde veut le faucon, voilà. Anne va quand même réussir à s'échapper avec Chewie et Duquesne, prendre un autre vaisseau random, mais va tricker, quand il dit, genre tromper Duquesne, le laisser sur place sur Jakku, parce qu'il y a un enfoiré qui lui a volé le faucon en premier lieu. Hein. Ouais. Et donc voilà, ça finit sur ça, où Anne ramène Chewie sur Tu Kashyyyk. sais, j'ajouterais ça, la fin avec, comment dire, le Big Boss étant Uncarplot. Là aussi, je continue de considérer que c'est un très mal foutu Big Boss du Réveil de la Force. Là. Pour moi, c'est un personnage qui n'a jamais été vraiment une menace ou crédible. C'est pas de même que ça nous est présenté dans le Réveil de la Force. Mais non, ça, ce qu'on a là, ça n'a rien à voir. Donc, je comprends pas. C'est le personnage. Puis le pont est très mal fait, comme tu disais, là, en partie non spoilers, avec le film. Dans le sens que dans le film, le vaisseau dort dans le désert depuis visiblement un certain temps. Que même Rey, elle le connaît très bien, sauf qu'elle dit ben non, on va pas prendre le vieux tas de ferraille là, qui traîne là depuis toujours. Alors que là, ils n'ont pas été foutus de le trouver. Puis ils vont revenir avec un méga vaisseau entrepôt rempli de raptors puis d'autres bestioles dangereuses. Puis se faire attaquer par 2 bandes de pirates en même temps. Là, je parle du film. Oui. Fait que comment on passe de la fin de ce comics-là à cette situation-là? Aucune idée. Parce que on aurait pu avoir les fameux personnages avec en rouge, là, avec les 2 clans là, qui s'affrontent sur le vaisseau de. C'est quoi? C'est le Crimson Corsair et le Kanji Club. Puis, le Kanji Club, ouais. Non, c'est pas le Crimson Corsair, ça, c'est un autre personnage. Mais c'est ça, les deux groupes criminels, on va dire, qui courent après Solo au début du film. Là, on n'en a aucune trace ici. C'est vraiment absent. Non, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Vraiment, le dernier numéro est très décevant à ce niveau-là. Parce que finalement, ça se finit sur. Tu te dis, ah ouais, c'est cool. Donc, Anne laisse tomber. Chewie retourne sur Kashyyyk à sa famille. Et tu te dis, il va retrouver les gars et discuter, quoi. Il va aller parler, bordel. Et au final, non, il va retrouver Lando. Il discutait avec Lando sur sa planète, sur Malastar. Donc, un peu décevant par la finale. Ouais, puis comment on revient après? Parce que dans le Réveil de la Force, Chewie est avec Anne à la poursuite du faucon. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'aspect vraiment redcon dans le sens pur. Là, on efface quelque chose pour le remplacer par autre chose. Mais c'est ça. Il se doutait que le vaisseau était. Puis c'est ce qu'il dit à la fin en Lando. Je sais que j'étais proche. Je suis certain que le vaisseau est sur Jakku. Etc. Fait que ça expliquerait quand même comment, comme tu disais dans le film, tu sais, qu'il est là par pur hasard. Là. Ben non. Il n'est pas là par pur hasard. Il était là exprès parce qu'il savait que le vaisseau était dans les environs. Mais au-delà de ça, c'est le seul pont crédible, on va dire, avec le film. Oui, et puis même dans le film, tu vois, t'as pas de dialogue sur le We Are Home, tout ça, c'est cool comme moment. Mais du coup, pour créer cette surprise-là, quand on allait dans le trailer et tout, tu te rappelles, il fallait qu'on ait cette scène-là. Elle est très bien faite, elle est superbe, elle fout les chills, tout ça. Mais du coup, dans toute l'histoire précédente, ça fait pas sens, quoi. Mais ça, c'est J.J. Abrams aussi, là, donc on peut pas. C'est ça. L'écriture on peut pas toujours réparer tout ce que J.J. Abrams démolit. C'est ça. C'est ça. Il fait des super beaux moments, comme tu dis, des beaux moments de cinéma. Mais pour les liens entre eux, en termes d'histoire, tout ça fait. La post-logie fait aucun sens. Mais bon. Parce que après, on n'aura plus aucune. Il y a plus. On a vu que Han Solo meurt, donc dans les 8-9, il n'y a plus rien. Et justement, on aurait voulu juste des petites phrases après. Ok, donc tu as ce super moment, tu as cette scène de fou. Et puis t'expliques, ok, Han Solo et Chewie, voilà, ça fait quelques années, rien. Ou alors tu sors un bouquin, aux alentours du film, pour nous expliquer ce qui s'est passé, parce que là, on espère avoir des réponses, au final, il n'y a que dalle. Et effectivement, on va revoir le Kanji Club, qui a eu quelques passages dans des romans comics vite fait, quoi. Mais là, que dalle. Donc c'est un peu triste. Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que bon, moi, c'est pour ça qu'au début, je comme toi, là, les premiers numéros, je me disais, bon, ok, ça va aller vers. Ça va évoluer vers le film, tu sais. Dans un sens, oui, là, mais très, très, très légèrement. Même Duquesne, tu vois, Duquesne, il n'est pas du tout mentionné dans le film, mais il y est. Je vous l'ai dit, il est dans le roman Smuggle Run, Duquesne. Et il n'est pas du tout mentionné, mais dans les novelisations, il est.
que ça soit adulte, Ok. jeunesse, et je crois même l'adaptation comics c'était la Finotto, non, c'est pas Finotto, Ouais, au celui qui a dessin. été mis dehors, là, Chuck Winding, c'est lui, non? Chuck Wendig. Ouais. Voilà. Et les dessins de la Roca qui s'était planté, là, c'est ça l'adaptation. Non, pas la Roca, c'était un de nos favoris, Luc Ross. Ah, Luc Ross, pardon. Luc Ross. Effectivement. Mais là, Duncan était. Donc, il devait être dans les scripts, t'imagines, mais pas dans le film. Donc, c'est dommage. Mm. Ouais. Donc, les liens. Sinon, autre chose à mentionner en partie spoiler, genre? Oui, j'ai bien aimé. Alors, il y a tout le côté sarcastique du personnage avec des blagues, des catchphrases à la Han Solo. Ouais. Genre au tout début, là, quand il s'empare du land speeder et quand il dit si un truc soit bien fait, fais-le toi-même, ou il donne le permis à n'importe qui, ou Mhm. il y a quelques petits passages qui m'ont fait sourire, ou genre quand t'as Chewie qui cache le fait qu'il est en contact avec Leia, et donc Han Solo lui demande ce que c'est et tout, et Chewie lui répond donc en Shriwuk, et donc lui il répond, bah, c'est pas mal fait ça aussi, si tu comprends un petit peu le topic de ce qu'il parle, et Chewie lui ment en lui disant qu'il appelle comment s'appelle, le counseling, le wedding, le mariage, conseil de mariage, tu sais, Mm. parce qu'il pense que c'est avec sa femme, tu vois, mais en fait, Han Solo lui répond, oui, c'est quand même important d'avoir des conseillers pour les mariages et tout. Enfin, c'est complètement con, mais ça me fait rigoler. Ouais, ouais. Alors, Voilà. il y a plein de bonnes petites choses, puis Ouais. la caractérisation des personnages, je trouve qu'elle est très bien. Ouais. Euh, mais je suis d'accord, peut-être, comme tu disais, là, est-ce que ça aurait pas pris comment ils disent ça, des maxi-séries, là, tu sais, mettons 20 numéros ou quelque chose comme ça, Ouais, peut-être. justement pour ratisser un petit peu plus large, peut-être. Bon, Ouais. Et pour faire plus de flashbacks, développer ces flashbacks-là, parce que ok. moi j'ai pris cette poursuite du faucon comme genre une métaphore de poursuivre son rêve pour redevenir ce qu'il était Hmm. par le passé, quoi. Voilà, il veut de revenir smuggler, il veut réembarquer Chewie, Lando, tout ça, et repartir dans les aventures parce qu'il se fait chier là où il est. Mais en faisant ça, il fait pas face aux problèmes qu'il a avec sa famille, quoi, avec Leia, Luke et Ben, et c'est ça qu'on aurait voulu voir, quoi. Mhm. Mais bon, c'est dommage. Ouais, ben à ce Niveau, moment-là, de toute façon, c'est qu'il considère qu'il l'a perdu, sa famille, là, tu sais. ouais, Leia, on l'a dit. Puis Ben, à ce moment-là, il sait qu'il a été, comment ouais, dire, corrompu par Snoke. ouais, ouais, Donc, tu sais, il dit dans le film là, que Snoke l'a aveuglé. C'est comme s'il en avait déjà parlé ensemble, là, tu sais, ou quelque chose comme ça. c'est ça. Fait que, C'est ça, parce que ça, je comprends pas. Donc là, il découvre que Pluck a le faucon. Là, si tu fais abstraction du film, pourquoi il va pas demander à Lando, à Chewie, tu sais, il ramène toute la bataille. Il doit avoir des contacts, c'est un ancien général de la Nouvelle République, tout ça. Il hmm. doit quand même, voilà, va revoir Leia, apologize, voilà, sort tes baloches et demande-lui de l'aide, quoi. Et vas-y, va défoncer Pluck c'est Jakku, quoi. C'est Jakku, putain, tu y vas avec une flottante, enfin une flotte, une escadron, et puis tu Hmm. récupères le faucon et c'est plié, quoi. Je comprends pas pourquoi il. Ouais, je comprends pas l'histoire en fait, enfin, l'intérêt de ce scénario, alors qu'il y aurait eu 36 millions de façons de décrire un truc plus Ouais. intéressant et qui Moi, fait tu vois, tout il y a un sens. autre truc qui m'a dérangé, que je mentionne à chaque fois qu'on revoit Lando vieux, mais sa fille. Vous Ah nous oui, avez effectivement. créé une histoire, encore une fois, du grand J.J. Abrams, mais Ouais. tu sais, il y a eu un roman très bon, par contre, de Adam Christopher, Adam, ouais. qui justement là, tourne autour du fait qu'Han Solo s'est fait kidnapper sa fille. Et Mhm. on n'a aucune mention de ça ici, là. On n'a aucune. Ouais. Tu sais, en tout cas, je sais pas, je trouvais qu'il aurait pu avoir des petites répliques, donc du genre, je sais que c'est rien un vaisseau en comparaison de ta fille, tu sais, quelque Ouais, chose comme ça. c'est ça. Ouais, c'est comme si c'était un non-événement, là, qui a perdu sa fille, puis qui a pu passer les 20 dernières années à essayer de la retrouver, tu sais. Je sais pas. Ouais, Mm. ouais, bizarre. Sinon, côté dessin, ben, on peut regarder un peu à l'écran, Jean, vite fait, là, Oui. mais comme on disait, c'est ça. C'est comment dire, la note de passage, là, c'est ni affreux ni extraordinaire. On voit à l'écran, là, par exemple, des visages de Lando puis de Han, que c'est pas toujours parfait, on va T'as dire. vu Lando qui a un nouveau vaisseau design plutôt original. Il n'a pas de nom, il n'a pas de modèle, mais Mm. ouais, je trouvais ça stylé comme. Parce que niveau vaisseau, après, il y a de quoi faire, quoi. Enfin, c'est quand même pas mal dessiné, là, le faucon là, qu'on voit Ouais, ouais, c'est ça que j'expliquais sur tout à Tatooine. l'heure, là, tu sais, que il y a du travail, là. C'est loin Ouais. d'être botché. Ouais. Non, non, c'est vraiment pas mal. Ce qui est bataille spatiale, c'était quand même pas mal. Mhm. Puis tout ce qui est pareil, alien, personnage, je sais pas, c'était le numéro 2 où tu as
ou 3 peut-être, où tu as des espèces de policières dans la cantina là, qui ont une espèce de design. Ça fait plus, Ouais. ouais. Disons que tu as sûrement eu la même réflexion que moi en voyant cette page-là, que le dessinateur s'était fait plaisir. Là. Ouais, là, c'était vraiment Moi, ils ont un fanservice à design fond. très comics, les policiers. Voilà. On va Ils pas le sont pas en mettre, on va pas bikini, le là, ficher. mais Voilà, pour pas avoir de problème, ils voilà, sont avec en tenue. censure. On va dire que c'est inifuge puis que ça les protège. On va dire ça Exactement. comme ça. Exactement. Puis après, tu as des jolies pages pleines aussi quand même, Rosanas, big up pour ça. Sur Mhm. Kashyyyk notamment, alors vous voyez, hein, les Wookiees sont très bien faits, il n'y a pas de problème sur ça. Il y a même Ouais. des effets d'ombre très... Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de mentionner en non-spoil. Il y a pas mal de passages dans l'obscurité avec des effets d'ombre. Alors là, c'est plus l'encreur coloriste, donc Guru FX, là. Mhm. Mais bon, le dessin aussi. Et là on voit les araignées de Kashyyyk. J'ai plus les noms, mais c'est celles qu'on voit dans le jeu vidéo Fallen Order, que tu combats aussi. Ouais. Clin d'œil à Loïc si tu nous écoutes. Là. Donc, Ah oui, donc les arachnophobes, voilà. Après, c'est un petit passage, il n'y a pas de problème. Puis les fameux serpents en fin de numéro 4. Passage un peu bâclé, quoi. Donc j'étais un peu déçu parce que j'aime beaucoup les monstres dans Star Wars. Et là, les serpents, ils s'en débarrassent vite fait. Mais bon, c'était quand même de très jolis designs. Inédits, originaux à ce comics. Là, on a un petit passage qui fait très penser au Holiday Special qu'on adore. Ouais. Ouais, mais tu sais, on a eu comment ça s'appelait, là? On a eu un one-shot comics il n'y a pas si longtemps, là. C'était le jour de la... Live Day, ouais. Life Day, là, le jour de la vie, là, ouais, justement. Là aussi, on retrouvait sur Kashyyyk avec les Wookiees. Il y a aussi des personnages qui font un passage éclair, là, tu vois, en fin de numéro 1, il y a ce personnage-là qui est celui qui est en gros le patron du hangar, on va dire, où on retrouve Duncan, où se retrouve Duncan. Et je trouve son design extrêmement stylé, tu vois, blanc, avec des espèces d'implants un peu partout, des tatouages et tout. Et tu te dis, ah putain, lui, ça va être un bon méchant. Et non, en fait, il n'y a pas vraiment. Oui, pas du tout. Je me suis fait la même réflexion. Écoute, je me suis dit, c'est presque un design trop frappant pour être un personnage d'une seule page. Il ne reviendra plus. Hein. Là c'est vraiment Duncan le méchant et Plot par la suite, qui est donc là celui qu'on vous montre, le Weequay, là, comme il disait. Et voilà. Mais comme tu disais, ouais, le faucon à l'intérieur, le détail est là, quoi. Donc ça va. Ouais. Ça va. Quand je disais inconstant aussi, c'est que les visages, l'imperfection, on va dire, là, sur les visages, peut-être, là, est pas. Et c'est pas tout le temps. Là. Il y a des fois, c'est vraiment Harrison Ford ou Carrie Fisher, ou etc. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, ça sera jamais mon préféré, j'ai l'impression, Ramon Rosanas, mais au moins, il délivre de quoi de travailler, tout ça. Il n'y a pas de fond vide sans arrêt. Non. J'ai bien aimé l'idée aussi et le rendu graphique de l'idée des courses de speeder au début. Donc, c'est ce genre de personnage, Lando puis Han Solo, que tu les imagines très bien être des fans de courses de speeder. T'sais. Oui, voilà. Et puis, parier sur eux, et puis voilà. Mais ouais, c'est intéressant, ça aussi. Ouais. Donc, non, pas moche, mais c'est pas exceptionnel non plus comme dessin. Donc, c'est vraiment mid. Puis les couvertures, écoute, on l'a dit, c'est exactement la même équipe. Même dessinateur, puis même coloriste que l'intérieur. Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire en particulier sur les couvertures. Oui, parce que on fait le travail sans être exceptionnel. Là. Voilà. Mais c'est vrai, tu l'as déjà mentionné, c'est rare d'avoir et le cover artiste et l'intérieur en même temps. Donc là, ouais, et Rosanas qui a déjà fait énormément de variantes de cover, notamment sur du Star Wars. Donc il a fait quoi? Du Jedi Knight, il a fait du Rise of Skywalker, l'adaptation du film, Legacy of Vader récemment. Il a fait la Haute République, notamment le Fear of the Jedi avec une superbe Lournadi. Là, je vous conseille d'aller voir sa variante Lournadi. Du Ahsoka, il a fait plein de trucs. Et récemment, là, il était sur la couverture du one-shot qui est sorti aujourd'hui même, au jour même où on enregistre. C'est un one-shot Mandalorian et Grogu, donc il sort un petit peu tard après le film, qui s'appelle Danger in the Dark, qui est un gros numéro de 40 pages qui est sorti donc en juillet en VO. On ne sait pas s'il sortira en VF un jour ou quoi, peut-être attaché à l'adaptation du Mandalorian, je ne sais pas. Mais voilà, donc il était là-dessus aussi. Et d'ailleurs, c'est marrant, ce one-shot, c'est écrit par Delilah S. Dawson, donc elle, on la connaît bien, c'est elle qui avait écrit notamment le Inquisitor, dont on parlait, la Lame Rouge, le Phasma aussi, bref, voilà. Et ouais, alors bizarrement, toi, t'as trouvé la couverture de Panini qui reprenait le numéro 1, c'est ça? Non, le numéro 2.
Et le numéro 2, pardon, mais comme la couverture VO. Donc voilà. Donc ils ont fait le même choix parce que les couvertures temporaires de Panini, c'était la numéro 1 justement. Et la numéro 1 que je trouvais sympa sans plus, quoi. La 2 à la limite. Ouais, en fait, aucune des 5 là, elles sont bien, mais c'est comme les dessins à l'intérieur, c'est bien sans plus, alors que là, tu verras que dans les variantes, il y aurait eu le choix d'en mettre des plus sympas. Donc, là, il y a une classique, tu vois, du vieux Han dans le speeder, mais je trouve déjà, je sais pas, il y a quelque chose, quoi. Et puis, il y en a d'autres qui sont là, donc, qui sont toutes vraiment beaucoup plus, je sais pas, dynamiques, explosifs, ressemblantes à le personnage. J'aime beaucoup les 4, là, tu vois, par exemple. Et je trouve ça dommage d'avoir choisi ces 2 Rosanas, un peu plus classiques, on va dire, quoi. Voilà. Ça, c'était en fin de tome de VO, donc je sais pas si la tome VF les aura, mais voilà. On va le souhaiter. On espère. Celle-là, moi, c'est celle qui avait circulé beaucoup, là, de Michel Mercado. Je pense qu'en fait, celle-là va servir pour une édition, une variante là, exclusive au site de Panini. Là, je dis peut-être une grosse connerie, mais il me semble que c'est ça. Ce qui est de plus en plus fréquent, là, on dirait que Panini fait une variante exclusive à son site pour chaque album ou presque. Donc, mais c'est un très bon choix, je trouve. Ah oui, non, elle est superbe, celle-là aussi. Très sobre, mais efficace. Donc, Jean, si je te demandais quelle note tu donnerais à ce Han Solo à la poursuite du Faucon? Et ben voilà, on rappelle, donc scénar sympa, pas foufou. On aurait voulu voir autre chose, voir plus de choses. Hein. Encore une fois, une mini-série plus longue aurait peut-être été plus sympathique. Mais la fin décevante, tout ça. Dessin très sympa aussi, mais pas exceptionnel. Donc, moi, la lecture en numéro m'avait plutôt plu quand même à l'époque. Et là, la relecture en tome aussi m'a quand même relativement plu. Donc, ça va, j'irai pas trop bas non plus, mais pas trop. Et comme tu sais que je surnote beaucoup, tu disais, ça passe la note de passage. Moi, la note de passage, c'est un peu plus élevé. Donc, je dirais avec un petit 15. Alors, tu me diras, oh, t'es un 15, mais c'est beaucoup trop, gna. Oui, mais tu vois. 75%, c'est bon. Ouais, quand même, tu vois, parce que je suis quand même fan de l'épisode 7. J'ai bien aimé retrouver cette époque-là. Et puis, je te dis, à part le dernier numéro qui m'a vraiment, qui là perd tous les points presque, les 4 premiers sont vraiment intéressants. Donc voilà. Dites-moi si c'est pas trop pour ce tome-là, mais bon, petit 15. Voilà quoi. Et toi? Ouais, écoute, je serais pas loin de toi. Moi, je lui donne un 14, un 70%. Là, Voilà. dans les choses qu'on n'a pas mentionnées, mais qui étaient évidentes, je pense que les gens l'auront compris, c'est la même équipe tout du long. Donc, ça fait partie des choses qu'on dénonce quand c'est pas le cas. Soulignons-le quand c'est le cas. Puis c'est pas des pires non plus, comme on disait. Là. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que mon appréciation vraiment là, émotionnelle, on va dire, de ça baisse parce que c'est la postlogie, parce que c'est Han Solo vieux, parce qu'il y a, comme tu disais, là, les enjeux avec Leia, qu'on aimerait en savoir plus, mais qu'on ne le saura pas. Ah oui. Puis bon, le pont, je mentionne quand même le pont raté avec le film. Je sais pas trop. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que c'était prévu pour être plus long et que ça a été réduit à une seule mini-série de 5. Peut-être que c'était prévu pour être le double, je sais pas. Ah, peut-être, oui. Écoute. Mais c'est ça. Moi, je comprends pas la fin. Enfin, évidemment que je la comprends, là, mais c'est ça. Je ne comprends pas le choix de cette fin-là. Donc, voilà. Du coup, ouais, parce que numéro 5, c'est vraiment, ça reprend. Tu dis, ok, ils vont s'attaquer au boss final, bam, ils retournent en prison, t'es là, non, mais sérieux, bam, ils ressortent direct, t'es là, mais pourquoi? Alors oui, c'est logique, parce que ce sont ces personnages-là, ça fait redite, quoi. Là, le 5, c'était vraiment redite. Donc, non, exact. Et peut-être rusher, tu sais, c'est pour ça que le petit réflexe, l'exemple qu'on reprend souvent, c'est la série Rome de HBO, hein, qu'il était censé avoir 5 saisons additionnelles qui ont été coupées à une. Fait que la deuxième moitié de la deuxième saison, ils ont compressé les 4 suivantes en une demi-saison. Fait que ça donne ce que ça donne. Mais c'est une hypothèse, hein, ici, on n'a pas l'information. Mais bon. Tu montrais à l'écran la fameuse scène là, où Ben Solo échappe de peu au pire. Parce que son papa est semi-responsable. Exactement. Il y avait un casque quand même. Il avait mis un casque. Voilà. Il a 10 ans. Mais oui, non, voilà, c'est ça, on aimerait tellement. Alors là, on le souhaite de nos voeux. Han Solo et Leia Organa. Ouais. Puis, tu sais, je vais prendre la peine de montrer quelque chose qu'on ne montre pas souvent. Puis que dans certains comics, on s'en fout complètement, ça va être une page vide ou quoi, là. Mais que Star Wars, souvent, ils mettent l'effort, puis ici, je trouve ça magnifique, c'est les pages de crédit. Puis tu vois, celle-là, c'est le cockpit du Faucon en mode hyperespace. Donc, chapeau, moi, je trouve que souvent, ils mettent vraiment
du talent là, sur. Même des fois, la page des crédits est magnifique, puis le reste du comic, c'est nul. Par exemple, Ahsoka, c'était ça. Ou rappelle-toi Sanastaros avec la silhouette de Sanastaros. Ouais, c'était vraiment classique. Ouais. C'est ça. Fait que bon point quand même pour ça. Mhm. Voilà. Donc, Jean, avant de passer à la suite, j'ai oublié de mentionner, hein, mais venez nous dire ce que vous avez pensé de l'album en commentaire. N'oubliez pas les pouces, les partages et compagnie. Joignez le Discord, entre autres, comme le font de plus en plus de gens ces temps-ci. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent le Discord de Star Wars en direct. Ça fait plaisir de venir jaser, entre autres comics, avec vous. Si, comme plusieurs, vous n'avez pas plein d'autres amateurs de comics Star Wars dans votre entourage, ben écoute, venez nous rejoindre justement, c'est à ça que c'est Internet. Jean, si je te demandais qu'est-ce qui s'en vient côté émission de Star Wars en direct? Je te dirais, je sais pas trop, parce que là, on enregistre dans le futur du présent où nous sommes, et donc sûrement les 2 émissions sur les 2 romans, donc Eyes Like Stars et Legacy. Sûrement aussi, on a enregistré déjà l'émission sur le comics qui sortira le même jour que ce Han Solo, c'était quoi déjà? C'est Grievous. C'est Grievous. Ah non, mais ça, vous l'avez déjà. Donc non, mais ce sera pas ça. Donc à l'avenir, je sais pas, les sorties de septembre sûrement de comics. Et puis voilà, là, je saurais pas trop te dire. Peut-être une émission Lego, peut-être. Tu dis ça, mais à moins d'un changement, il y a pas d'inédit en septembre. Donc, à moins qu'il y ait un changement, là, mais aux dernières nouvelles, le prochain album inédit chez Panini sont en octobre. En septembre, c'est que des légendes rééditées et tout ça. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir une petite pause d'émission comics, mais comme tu disais, on a 2 romans quand même à traiter. Puis on verra aussi, c'est ça, s'il n'y a pas des à côté. Il y avait ton épisode de manga là, qui a été reporté plusieurs fois. Fait que bref. Ah, mais attends, mais il y a ça aussi, il y a la critique de la série Le 9e Jedi, qui sera sûrement déjà dispo quand vous oui, c'est vrai, ça commence quand, ça? C'est au mois d'août? C'est début août, et nous, on est fin août, normalement. Donc, c'est ça. On aura ça. Il y a ça, il y a oui, c'est ça, les romans. Il y a Shadow of Maul. Le 9e Jedi? C'est en 9 épisodes, si je dis pas de bêtises, et ça, c'est pas mal. C'est bien vu. Et non, en septembre, il y a Shadow of Maul qui devait sortir, non? À moins que ça ait été repoussé par Panini. Oui, je pense que ça a été, effectivement, je vais aller vérifier. C'est repoussé. Bon. Sinon, il y a aussi il y a un autre roman aussi qui sortira. Alors là, pareil, là, on fera la critique peut-être en septembre, voire octobre. Ouais, c'est ça. Hiding from the... attendu, celui-là. Ouais. Hiding from the Dark, là, un roman jeunesse, mais qu'on vous fera en émission, je pense, parce que ça a l'air intéressant d'avoir ce genre de petits romans. Et puis on croule pas sous les romans Star Wars en ce moment, donc pourquoi pas vous faire ça. C'est vrai. Pour compléter, là, effectivement, Shadow of Maul, je ne sais pas si ça va être traduit d'ailleurs le titre, mais ça a été reporté au 12 novembre du côté de chez Panini. Ah oui, d'accord, ok, donc ce sera pas en septembre. Puis, écoute, en anglais, c'est même reporté au 1er décembre. Donc, même le 12 novembre, Panini va être 1 mois d'avance sur la version anglaise. Puis le roman, c'est le 2e de la trilogie du règne de l'Empire. Ah non, moi je parlais. Alors t'as déjà le jeunesse le 1er septembre, et puis après t'as le règne de l'Empire le mi-septembre, effectivement. Donc là, il y a 4 romans en fait. Là, oui, non, on n'a pas de comics, mais on va crouler sous les romans, non, effectivement. C'est ça. On verra le jeunesse, qu'est-ce qu'on fait aussi, là, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct. Et que la force soit avec vous.